Le 20 janvier 2016, à l'initiative du groupe Les Républicains, l'Assemblée a adopté la proposition de résolution tendant à créer une commission d'enquête sur les moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015. En effet, de nombreuses failles, et on pourrait d'ailleurs retrouver les reproches, les allégations de la CEDH dans ces failles, ont été constatées depuis le 7 janvier. Je vais me permettre de lire calmement. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à me le dire. Pour que les choses soient très claires, c'est un rapport qui est très instructif. Force est de constater que les 3 assaillants du Bataclan étaient parfaitement connus des services de renseignement et de la justice. Sami Amimour, le terroriste abattu sur la scène du Bataclan par un valeureux commissaire de la BAC, avait été auditionné en octobre 2012 par la DCRI et de surcroît placé sous contrôle judiciaire, ce qui ne l'avait pas empêché de se rendre en Syrie en septembre 2013 avec le nommé Ismaël Omar Mostefaï, l'un des 2 autres assaillants du Bataclan, lui-même fiché 16. Donc, vous vous rendez bien compte que les terroristes étaient surveillés et connus de nos services depuis un certain temps. Comment ils ont pu échapper à la surveillance, se procurer de faux papiers, quitter la France, ça reste un mystère. Quant au 3e homme, Foued Mohamed Agad, il était connu de la justice française pour avoir rejoint l'État islamique avec un groupe de 9 autres strasbourgeois en décembre 2013. Vous commencez à comprendre finalement que depuis le 13 novembre, voire depuis Charlie Hebdo, on connaissait et le risque très élevé qui avait déjà été enregistré à la DGSI par certains revenants de la Syrie et par les commanditaires et les terroristes qui étaient tous sous surveillance judiciaire. Ils ont échappé à nos services. Je continue. Il en est de même en ce qui concerne les frères Kouachi, auteurs de la tuerie de Charlie Hebdo. Le prénommé Shérif avait été arrêté pour sa participation à la filière de recrutement djihadiste, dite des buts de Chaumont, où il s'était radicalisé en prison entre 2015 et 2008, avant de réapparaître en 2013 dans l'enquête relative à la tentative d'évasion d'un certain Smaïn Haït Ali Belkacem, condamné comme artificier de l'attentat du RER Saint-Michel de 1995. Mais ce n'est pas fini dans les couacs. Quant à son frère Saïd, il était déjà, semble-t-il, repéré pour s'être entraîné au Yémen en 2011 aux côtés d'Al-Qaïda. On en revient, je poursuivrai après la lecture de ce rapport de la commission d'enquête sur certains points assez étonnants, et je vous inviterai d'ailleurs à y réfléchir. C'est une des questions, Dimitri et Régis, qui me semble assez intéressante à traiter. Pour finir, le rapport revient plus en détail sur les parcours de quelques autres terroristes qui illustrent les ratés de leur surveillance. Je relèverai ici l'étonnante cessation des écoutes téléphoniques visant Saïd Kouachi, ordonnée par la DGSI en juin 2014, soit seulement 6 mois avant l'attaque de Charlie Hebdo. On a passé 2004 depuis longtemps, il y a eu Mohamed Merah, de nombreux attentats. Je pense que nos services étaient de plus en plus formés, ou devraient être formés, aux risques terroristes et aux attaques simultanées. Ça fait un moment que tout ça dure, je reviendrai sur un point dans quelques instants. Concernant le nommé Abdelhamid Abaoud, vous vous souvenez tous de lui j'imagine, l'instigateur présumé des attentats du 13 novembre 2015, neutralisé lors de l'assaut en Seine-Saint-Denis le 18 novembre 2015, nos services de renseignement le considéraient depuis plusieurs mois comme l'un des principaux architectes de projets d'attaque visant notre sol. Mais sa présence n'avait jamais été confirmée, y compris avant, pendant et juste après les attentats du 13 novembre.
Je continue sur quelques couacs, sans rentrer dans les détails. Le Charlie Hebdo est passé, le 13 novembre est passé. On peut partir du principe, ça ne me semble pas totalement incohérent, que les services de renseignement et les forces de sécurité soient en alerte maximum, notamment au regard de l'état d'urgence. Que dire des attentats, de l'attentat plutôt de Nice? Comment se fait-il qu'un 14 juillet, aucune mesure de sécurité, qui sont pourtant extrêmement peu coûteuses, ait été prise? Il suffisait d'empêcher la circulation en posant quelques blocus de béton. C'était pas très compliqué. 14 juillet, fête symbolique, un regroupement extrêmement important à Nice. Bon, aucune mesure de sécurité. Le camion, le 13 tonnes, a pu circuler sans aucune difficulté pendant plusieurs minutes sur la promenade des Anglais. Comment se fait-il qu'on n'ait pas eu un seul barrage? Comment se fait-il qu'une manifestation qui attend 15 000 personnes soit ouverte à la circulation après les nombreux attentats que le sol français a fait l'objet? Voilà, je pense que les couacs sont suffisamment éclairés. Je ne vais pas revenir sur d'autres, comme le fait qu'on ait pu laisser passer certains terroristes le soir du 13 novembre en Belgique, contrôlés pendant 3 heures par la gendarmerie. Finalement, on voit qu'ils sont fichés S, mais aucun service ne va réagir, et c'est là qu'ils pourront retrouver la Belgique tranquillement. S'en suivra une chasse à l'homme qui va coûter encore la vie à plusieurs personnes et un fameux attentat à Bruxelles. Je ne fais pas de politique, mais on m'a toujours dit que diriger, c'est prévoir. Je reviendrai sur un autre point qui me semble intéressant à analyser en filigrane de ce que je viens de vous dire et qui m'a beaucoup marqué lors de la préparation de cette rencontre. Si je m'y retrouve dans mes notes. Alors, voilà. Je me permets, pour faire une passerelle, Dimitri, avec ce que tu viens de dire, et une énormité intellectuelle, vous allez comprendre. Je vais être un peu pédagogue, pardonnez-moi, mais ça me semble le plus simple et pour des sujets aussi délicats à comprendre. Vous avez peut-être tous entendu du groupe Émirats du Caucase. Ce premier groupe commence à se former en 2004. Qu'est-ce qu'il revendique? Écoutez bien. L'Émirat du Caucase revendique l'édification d'un État islamiste dans le nord du Caucase, puis de l'étendre dans la région de la Volga et dans les pays européens. Je répète, l'Émirat du Caucase revendique l'édification d'un État islamiste dans le nord du Caucase, puis de l'étendre dans la région de la Volga et dans les pays européens, et ce, dès 2004. Dans une vidéo, son chef a dit ce qui suit: « Je ne pense pas qu'il est nécessaire de délimiter l'Émirat du Caucase. Premièrement, le Caucase est une zone de guerre, occupée par des infidèles et des apostats, et notre mission est d'en faire une zone purement islamique, en y instituant la charia et en chassant les infidèles. Deuxièmement, une fois que les infidèles auront été chassés de la région, nous devrons reprendre toutes les terres qui étaient à l'origine musulmanes et qui se trouvent bien au-delà des limites du Caucase. » On en a fait l'expérience. Il a été également demandé à tous les partisans de faire la guerre non seulement à l'État russe, mais dans tous les pays où ils se trouvaient, et ce depuis 2004. Je vais vous citer très rapidement quelques faits marquants de ce groupe. 22 juin, attaque contre l'Ingouchie. 21 août 2004, assaut de Grozny. 1-3 septembre, prise d'otage de Beslan à Beslan. 29 mars 2010, attentat terroriste dans le métro de Moscou.
24 janvier 2011, attentat à l'aéroport Domodedovo de Moscou. 2 juillet 2013, déclaration appelant ses militants à commettre des attentats lors des Jeux Olympiques d'hiver de 2004 à Sochi. Plus intéressant encore, mais plutôt absurde, ce groupe de l'Émirat du Caucase a été inscrit sur la liste de l'ONU des organismes sanctionnés pour association avec Al-Qaïda le 29 juillet 2011. 2004-2011, on a perdu beaucoup de temps, mais retenez une chose, affiliée avec Al-Qaïda. Je rappellerai également un gros paradoxe qui est qui m'interroge. Le soir, le 1er septembre 2004, lors de la prise d'otage de Beslan, le communiqué de presse des Nations Unies demande une libération inconditionnelle des otages de Beslan et apporte tout son soutien à la Fédération de Russie. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Allez savoir. Donc, pour en revenir et faire une passerelle avec l'intervention de M. de Koshko, la Cour européenne des droits de l'homme, qui avait pointé en 2017 les défaillances de la structure de commandement et le manque de coordination des équipes de secours, finalement on se retrouve en France avec la même situation, une attaque multizone, coordonnée, une incapacité des secours à intervenir. Ce soir-là, 3000 appels seront enregistrés à la préfecture de police de Paris de l'Est pour seulement 6 personnes aptes à répondre. Le SAMU, les forces de l'ordre seront totalement perdues dans le nombre d'informations et d'appels reçus. Lors de la prise du Bataclan, les 1000 hommes prêts à intervenir seront tous situés sur le stade pour la rencontre France-Allemagne. Un chaos total s'installe avec la gestion des intervenants qui pourraient ou pas intervenir dans le Bataclan. Souvenez-vous, on a là des sentinelles, l'armée qui ne peut pas intervenir parce qu'elle n'en a pas reçu l'ordre. Or, on aurait peut-être pu éviter quelques morts. Seulement ces derniers n'avaient reçu d'autorisation d'intervention uniquement si les assaillants sortaient à l'extérieur. Depuis lors, il paraît que les choses tentent de s'harmoniser, mais il y a eu un vrai problème dans la gestion des différents services de l'ordre. Plus aberrant encore, dans la gestion, aberrant, mais on ne peut pas accuser la France, c'est un chaos, et comme Beslan, vous avez vu le chaos que c'est, imaginez une soirée avec 7 attaques simultanées. Comment voulez-vous fonctionner? Avec des appels aussi bien au niveau du SAMU qu'à la préfecture de police, uniquement 6 hommes ne seront pas aptes à recevoir 6000 appels, 6 hommes, impossible à gérer. Donc, on reviendra sur également les victimes qui ont attendu parfois 2 heures les ambulances parce qu'elles ne pouvaient pas rentrer dans le périmètre de sécurité du Bataclan. Donc toute la zone où le commando des terrasses a été actif, finalement s'est vu bouclé par mesure de sécurité puisque le chaos s'installe. Nos forces de l'ordre, à juste titre, s'interrogeaient sur la possibilité d'autres attentats dans la zone et donc d'une mise en danger des soignants. Et donc ce chaos n'était pas prévisible. Et là où je veux en venir, c'est très simple, je pense qu'aucun acte et déroulement terroriste n'est prévisible. D'ailleurs, François Molins a été très clair, le procureur de Paris, il savait pertinemment qu'avec des gens comme ça, on ne peut pas dialoguer, ils vont jusqu'à la mort. Notre grand ennemi, ce n'est pas la Russie, c'est un islamisme radical auquel nous devons nous confronter ensemble. Cette soirée, j'ai bien conscience qu'elle n'est qu'un petit caillou dans un énorme montage qui reste à mettre en place, mais si elle pouvait tout simplement vous permettre à chacun, et nous permettre à chacun de prendre conscience qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble, à collaborer,
que nos médias ont une part de responsabilité, que mes futurs étudiants, j'espère maintenant, auront un esprit au fil du temps plus éclairé, eh bien c'est déjà une petite réussite et une bataille de mener. Voilà, cette année 2020 a mal commencé. J'espère que 2021 verra des passerelles se mettre peu à peu en route vers ces deux pays que j'affectionne pour tout un tas de raisons différentes particulièrement.